Donc, nous avons décidé avec Joël de vous présenter une petite partie du projet Desirable sur les scénarios de valorisation des insectes qui ont été imaginés dans ce projet. Ce n'était pas central dans le projet Desirable, mais ce serait peut-être dommage de se priver éventuellement de business model concernant la valorisation des insectes, en l'occurrence en travaillant sur Tenebrio molitor et sur la mouche Black Soldier. Alors, nous allons présenter d'abord la méthode pour construire les scénarios, et puis Joël vous détaillera les 23 scénarios qui sont sortis de nos cogitations. Enfin, vous détaillera, non, il vous dira une ligne dessus et il vous présentera quelques schémas aussi. Alors, le projet Desirable, bien sûr, s'inscrit dans la mouvance qui place de grands espoirs dans le développement de la production d'insectes. Cependant, plusieurs questions étaient ouvertes il y a 4 ans et demi, 5 ans, quand on a démarré la construction du projet. Et on a répondu à certaines des questions, mais pas toutes. Par exemple, quels sont les modèles de développement? On en commence à avoir quelques idées. Comment combiner les contraintes de la production et la demande du marché? Donc, on commence à avoir une idée des business models à mettre en place. Et qu'en est-il de la pertinence des modèles de développement? Alors, principalement pour nous, parce qu'on est des évaluateurs de l'environnement et des effets sociaux, en termes de ces effets environnementaux et sociaux. Et dans le projet Desirable, on s'est également engagé à créer des scénarios pour des bioraffineries, ce que nous avons fait, mais en réalité, on n'a développé que 2 scénarios complètement pour Tenebrio molitor, et donc vous pourrez les consulter dans les deliverables du projet Desirable, ainsi que dans les ouvrages qui sont issus et qui seront issus du projet. Alors, l'organisation de l'expertise pour créer tout un ensemble de scénarios de valorisation des insectes est très classique. Il est inspiré en fait par la méthode de la prospective à la française de Michel Godet du CNAM, qui est la plus classique, et qui va permettre de définir, enfin d'explorer tout un ensemble de scénarios à travers des variables, je vais vous les montrer, puis d'éliminer les scénarios incompatibles, et enfin de sélectionner les scénarios sur lesquels on veut continuer à travailler. Alors, les participants à ce panel d'experts pour définir les scénarios, c'était bien sûr des personnes qui appartenaient à la start-up Insectes, et puis des collègues du CNRS, de l'INRA, d'IRSTEA, d'AgroParisTech, etc. Alors, on peut nous reprocher d'avoir un panel d'experts dont beaucoup étaient des chercheurs, mais vous savez, entre les agronomes et puis les chimistes, c'est complètement différent. Donc pour nous, on représentait quand même une certaine variété, et vous en jugerez vous-même par le type de scénario présenté. Alors, donc dans la première partie, dans ce qu'on appelle l'analyse structurale de la méthode de Michel Godet, les participants au panel discutent de ce qui influence ou de ce qui est influencé par l'évolution de la prospective, enfin par l'évolution du système en question. Donc ici, on les a regroupés très rapidement, et voici l'ensemble des variables que nous avons sorties en discutant entre nous sur ce qui aurait un impact ou qui serait impacté par l'évolution de la production d'insectes. Je précise qu'a priori, c'était à l'échelle artisanale ou industrielle, tout type de production d'insectes. En fait, dans la méthode de Godet, un élément essentiel, c'est de classer les variables. Donc les classes par entrée, les variables d'entrée sont celles qui sont très dépendantes des autres, et les variables de sortie, les variables d'entrée sont celles qui influencent les autres, et les variables de sortie sont celles qui sont très dépendantes. On exclut les variables qui sont peu influentes et peu influencées.
mais par contre, on retient les variables en jeu. Alors les variables en jeu, elles ont la propriété d'être extrêmement dépendantes des autres, mais d'être aussi extrêmement influentes sur les autres, si bien qu'un petit changement dans leur valeur peut complètement modifier le scénario du futur. Donc c'est celle-ci qui nous intéresse. Et dans le cadre de cette prospective, nous avons retenu 6 variables en jeu, qui sont l'origine de l'alimentation pour les insectes, avec, comme vous le voyez, 3 modalités dans le tableau. Le profil de la bioraffinerie, soit des petites fermes et une petite transformation ou une combinaison petit et grand. La localisation près ou loin de l'approvisionnement en aliments pour les insectes et des débouchés, la forme des produits, c'est-à-dire si les larves étaient vivantes, mortes, sèches, etc. Le marché potentiel pour les truites et les volailles était soit en expansion ou en déclin, puisque je vous rappelle que dans Desirable, c'est ce type de cible qui est visé, et la valeur des coproduits. Voilà. En faisant ceci, mathématiquement, on obtient 434 scénarios, ce qu'on appelle scénario cadre, 434 scénarios cadres. Mais comme certaines modalités parmi les 434 scénarios sont incompatibles, par exemple d'avoir une transformation à la ferme avec des élevages industriels de grande taille, on arrive finalement à 363 scénarios. On les a répartis entre 4 binômes en fonction de la variable qui avait 4 modalités. Et la variable qui avait 4 modalités, c'était savoir si on était près ou non de la source d'aliments pour les insectes et du débouché. Grâce à ceci, on a pu extraire donc, de ces 363 scénarios plusieurs fois 4 ou 6 scénarios pour lesquels on a réalisé une analyse SWOT, c'est-à-dire les forces, faiblesses, menaces et opportunités. C'est également une méthode d'analyse très classique. Et dans cette analyse SWOT, pour chacun des scénarios que chaque binôme avait choisi, on devait se déterminer par rapport à l'objectif de savoir si le scénario contribuait ou non au développement durable. Nous avons donc obtenu de cette manière, parce que beaucoup des scénarios développés ici se ressemblaient, seulement 23 scénarios réellement différents, 23 scénarios cadres réellement différents. Donc 7 scénarios dont la fonction première était en dehors de l'objectif de Desirable, c'est-à-dire qui n'était pas principalement destiné à nourrir des truites et des volailles, et puis 16 scénarios dont le but principal était de nourrir des truites et des volailles, dont 9 à l'échelle artisanale et 7 à l'échelle industrielle. Et c'est Joël Aubin qui va vous les présenter. Alors, le premier point, c'était des fonctions d'épuration, par exemple, qui étaient associées au traitement soit d'algues sur les plages, quand il y a des marées vertes, ou alors sur le bord des rivières, quand il y a des plantes envahissantes. On pense à la jussie, par exemple, qui est une plante qui se développe beaucoup voilà. Et on s'est dit, bon, ça va sortir de notre créneau. Une deuxième, c'est finalement quelque chose qui serait unique, qui ne serait pas centré sur la production, mais plutôt sur l'éducation, sur la formation, et donc plutôt des exemples de, comment dire, associés à l'éducation, donc des fermes éducatives, par exemple. Un autre exemple qui n'a pas été retenu, c'est simplement des parties associées à la sélection génétique, à la recherche en zootechnie, des choses qui ont pu être présentées d'ailleurs hier, par exemple. Ou alors le nourrissage de gibier, par exemple en agriculture biologique, ou alors la production d'hydrolysa aussi a été exclue, ainsi que l'alimentation pour les nouveaux animaux de compagnie, là, les NAC, et puis les animaux dans les eaux, voilà, et notamment issus de valorisation de déchets. Et puis on a sorti aussi quelque chose qu'on avait appelé chimie marron,
qui concernerait différentes espèces dans le cadre de gros clusters industriels qui permettraient de sortir tout un tas de molécules d'intérêt dont on a aussi parlé ces 2 jours. Alors, quels sont les scénarios qu'on a retenus et sur lesquels on a un peu plus réfléchi? Donc 9 scénarios à l'échelle artisanale. Le premier, c'est la production d'insectes vivants pour des élevages de poissons. Alors on a posé truites, mais ça pourrait être d'autres élevages de poissons qui ont aussi une activité de pêche de loisirs. Il y en a un certain nombre en France. Des organisations centrées sur la production à petite échelle finalement de farine, plutôt orientées pour l'alimentation de produits bio notamment ou label rouge, notamment de viande bio ou label rouge. Sachant que ce scénario va être très contraint par l'évolution de la demande en termes de consommation de viande. C'est l'idée de ce plus ou moins qu'on voit là. Alors, des ateliers qui seraient associés, par exemple, à des cantines de collectivités de petite taille, comme des écoles, où il y aurait une phase de tri des déchets de table. Bon, vous voyez qu'on s'est un peu écarté du cadre de la législation, en se disant qu'on pourrait peut-être demain avoir une ouverture de ce côté-là. Et en utilisant les 2 espèces, par exemple, sur les produits, enfin sur 2 espèces en particulier, donc Tenebrio molitor sur tout ce qui était pain issu de céréales, et puis pour le reste, c'est-à-dire les mélanges avec des produits carnés éventuellement et d'autres types de végétaux, eh bien plutôt sur Hermesia. Une autre idée était celle de petits systèmes mobiles qui allaient suivre finalement les chantiers de récolte des fruits et des légumes et pour lesquels il y aurait une zone de transformation qu'on pourrait déplacer en fonction du déplacement des ressources. Sinon, il y avait aussi d'autres exemples comme celui d'intégrer directement sur des élevages de volailles sur parcours directement l'élevage d'insectes associés pour nourrir les volailles, ou alors élever les insectes directement en s'associant à des grandes exploitations céréalières sur les issues de céréales issues de ces exploitations. Et pourquoi pas sous la forme de systèmes on appelle ça box rearing systems, c'est-à-dire sous forme de boîtes qu'on pourrait boîtes d'élevage, disons, qui seront associées aux élevages de volailles, mais qui seraient alimentées par des déchets de supermarchés, d'écoles, etc. Voilà. Et pour finir sur ce niveau de développement, disons, il y avait aussi ceux qui étaient associés directement à des fermes de polyculture élevage. Dans cette démarche de polyculture élevage, placer les insectes dans cette chaîne à l'échelle d'une exploitation agricole. Alors, pour vous détailler quelque chose qu'on avait un peu plus en tête, vous avez le scénario 325 ici. À chaque fois, un petit détail, c'est qu'on l'a placé géographiquement. Alors là, on s'était dit, Nord-Bretagne, ça pouvait être intéressant parce qu'il y a des zones de production légumière et qu'il y a effectivement beaucoup de refus au niveau des productions végétales, mais aussi au niveau du traitement de ces légumes avant qu'ils partent vers la commercialisation. Et du coup, on partait avec des sources de déchets organiques qui pouvaient provenir des productions de légumes, mais aussi, pourquoi pas, en complément des cantines scolaires ou voire d'autres sources autres qui iraient directement dans une exploitation. Alors ici, ce serait plutôt quelque chose qui serait valorisé par le Black Soldier, donc une petite exploitation où finalement on pourrait distribuer les larves en vivant, soit pour les élevages de poissons, soit pour les élevages de volailles. Voilà, ça c'est un exemple des scénarios qu'on a développés. Si on regarde finalement les 7 scénarios à l'échelle industrielle sur lesquels on a réfléchi, le premier, c'est bioraffinerie territoriale. Alors, comme c'est celui qu'on a retenu et que je vous représente à la fin, j'en dis pas plus. Sinon, une des idées, c'est la centralisation de l'usine de transformation.
Alors pour une ou plusieurs espèces d'insectes qui seraient élevées dans différentes fermes, mais sur des ressources sur des ressources qui seraient tracées, alors plutôt des déchets, mais qui seraient vraiment tracés. Une ferme industrielle où tout serait sur le même site, c'est-à-dire tout l'élevage plus toute la transformation, dans une zone géographique où il y aurait des ressources suffisantes. Donc normalement, si on s'intéresse à Tenebrio molitor, hein, et là c'était l'idée, plutôt dans une grande zone céréalière française, et qui sortirait différents produits. Alors dans un cas, on se disait qu'on pouvait sortir une farine complète, ou alors, après transformation, eh bien, des farines sans chitine ou des huilés, par exemple. Et puis, deux scénarios. Un scénario qui est basé plutôt sur une approche transformation de déchets, avec une intégration encore à nouveau à l'échelle de l'élevage volaille ou poisson, où on utilise les farines qui sont produites pour remplacer du soja ou les farines de poisson par la farine d'insectes, ou alors un autre scénario qui est lui plus basé sur des coproduits, mais qui est de la même façon intégré à un grand système de production de volailles ou de poissons, avec la même idée de remplacement du soja et de la farine de poisson. Alors, et puis un dernier qui était effectivement développer les insectes avec une vision plutôt feed, donc pour l'aliment, mais aussi avec cette idée qu'ils peuvent avoir un rôle aussi pour disons, des aspects sanitaires en élevage. Alors, ce scénario de raffinerie territoriale, il est basé sur le fonctionnement d'une coopérative qui traiterait des grandes cultures et donc qui finalement, avec les issues de ces grandes cultures, pourrait alimenter tout un ensemble de petites fermes. Alors on n'a pas représenté ici, mais il y a aussi une ferme qui est spécialisée dans la production des toutes jeunes larves, donc une séparation entre la production des jeunes larves et le grossissement. 23 naisseurs et 92 engraisseurs. Voilà, 23 naisseurs et 92 engraisseurs. Ce qu'on ne vous a pas dit, c'est qu'on avait... Il est en semis, celui-là. Voilà, et avec un positionnement plutôt dans les Pays de Loire. Ce qu'on vous a pas dit et ce qu'on ne vous montre pas là, c'est qu'on a tout chiffré pour une production de 10 000 tonnes de farine d'insectes par an. Voilà. Alors ici, pour Tenebrio molitor. Donc, du coup, tout un ensemble de petites fermes sur un rayon de 200 km qui vont alimenter l'usine de transformation des farines, qui, elles, vont retourner à la coopérative qui va fabriquer un aliment un aliment complet pour du poisson, donc là ici des truites ou des volailles. Et puis les coproduits, alors celui-là, la flèche est mal placée en fait, puisqu'il y a des coproduits, notamment des déjections des insectes qui viennent de toutes les exploitations, qui pourraient être valorisés sous forme de compost sec vendu dans les jardineries. Ce matin, il y a un des intervenants qui a dit « mais finalement, on ne s'est pas trop intéressé à ce point, mais nous, enfin, si je peux parler pour tous les deux, finalement, dans l'équilibre économique qu'on a tenté de construire, ce point-là, il est crucial. Donc, n'oubliez pas la valorisation de ces déchets et le retour au sol est vraiment très important. C'est simple, hein. Vous avez un indice de conversion qui est un peu au-dessus de 2, ça veut dire que vous allez produire plus de déchets que vous allez produire d'insectes, hein. Rappelez-vous ça. Et donc quand on calcule 10 000 tonnes de production de farine, vous multipliez au moins par 3 pour avoir la quantité d'insectes, vous imaginez tout de suite la quantité de déchets face auxquels vous allez être confrontés. Voilà, donc juste voilà. Et pour finir, effectivement, si on fait de la farine déshuilée qui va être facilement réutilisée dans un aliment complet pour volaille ou pour poisson, eh bien, on aura des huiles. Donc là, on propose une sortie qui peut être biodiesel, mais il y en a effectivement d'autres. Voilà comment on a réfléchi. Alors, quelques idées en conclusion, hein.
vous voyez que finalement, quand on dit élevage d'insectes, derrière ça, il y a probablement un très grand nombre d'objectifs et donc de stratégies derrière pour développer des filières peut-être différenciées et à différents niveaux, à différentes échelles, hein, que ce soit des échelles petites, locales, régionales, communales, voire nationales ou internationales. On voit qu'il y a un large panel possible. Qu'une des grosses influences sur toutes les études et sur toute la construction de ces modèles, c'est finalement la ressource. C'est ça la clé finalement, sur quelles ressources on va travailler pour nourrir ces insectes. Des questions de nature, de taille des gisements, mais aussi de localisation et de saisonnalité, c'est-à-dire quelle disponibilité. Voilà, enfin ça c'est des vraies questions. Ça, c'est un volet. Et puis aussi, évidemment, eh bien, les objectifs de commercialisation. Mais ce point-là est crucial. Bon, on a travaillé surtout sur 2 scénarios. Un qui s'appelle bioraffinerie territoriale et puis ferme industrielle intégrée, où tout c'est sur le même site, et qu'on a utilisé pour faire des évaluations de scénarios environnementaux, enfin des évaluations environnementales et sociales de ces scénarios. Malheureusement, on n'a pas l'occasion de vous les montrer aujourd'hui, mais on prendra rendez-vous pour une prochaine fois. Et puis, juste pour dire que vous voyez l'ensemble de ces objectifs, l'ensemble de ces stratégies, mais ça va probablement demander à ce que si on veut que ces filières, elles décollent, en France, ça va demander une gouvernance particulière. On a discuté beaucoup des aspects de réglementation, et bien il va falloir trouver des formes de consensus. Et puis deux maîtrises techniques parce que, et ça a été évoqué rapidement hier, mais les changements d'échelle, quand on veut passer à des niveaux industriels pour manipuler les insectes, pour les transformer, et bien ça c'est vraiment des enjeux très importants et il y a encore besoin peut-être de partage et d'accompagnement technologique. Voilà, on vous remercie. Est-ce que ces scénarios étaient analysés en termes de bilan carbone et d'analyse de cycle de vie des produits finalement? Oui, on a qu'on a pu détailler. Les deux, hein. Oui, les deux, oui, absolument. Et est-ce qu'on peut donc sortir une hiérarchie, entre guillemets, des différentes solutions, ou au moins sur les deux que vous avez présentées, sans vous demander les chiffres au gramme de carbone près, mais finalement, est-ce qu'il y a des scénarios qui se dégagent et qui sont finalement porteurs d'une analyse de cycle de vie avec le moindre impact ou d'un bilan carbone le plus favorable? Comme je l'ai dit tout à l'heure, la clé, elle va être dans la ressource. Donc finalement, ça va être dans la capacité à mobiliser une ressource qui est peu chargée, j'allais dire, en termes environnementaux, c'est-à-dire plutôt quelque chose qui a été... Alors, j'ai entendu hier des mots comme substrat, etc., pour éviter de parler de déchets ou des choses comme ça. Donc ça a l'air d'être une clé plutôt que du coproduit. C'est vrai que quand on a une espèce, ça a été dit comme ça, qui est quand même beaucoup liée à des issues de céréales, qui peuvent aussi entrer en concurrence avec d'autres productions animales, et bien clairement, on ne va pas se trouver dans des bilans très bons. Favorable, voilà, c'est simple. Est-ce que vous avez proposé les scénarios que vous avez retenus à des financeurs type conseils régionaux, industriels, locaux, parce que c'est là où il faut aller chercher les moyens de le réaliser? Alors, avant de le réaliser, déjà, on a quand même détaillé au point de vue technique et logistique très finement 2 scénarios. Le problème, c'est qu'il y a des questions techniques qu'on ne sait pas résoudre encore. Si vous mettez les caisses, si vous pilez des caisses, au bout de 44 caisses, le fabricant nous a dit que ça s'effondre. Et si on en met une dizaine sur un tapis roulant, ça tombe. Donc l'automatique, on nous dit c'est automatisé, etc. Nous, on a proposé des solutions, mais peut-être qu'il y en a de bien meilleures. Mais en tout cas, on n'a absolument pas la maîtrise. Enfin, c'est notre conclusion. On a découvert des zones dans lesquelles on ne connaissait rien ou pas assez. Mon collègue Frédéric Maillard, qui travaille avec nous là-dessus, il disait on ne sait même pas ce qui se passe dans la caisse.
Il y a peut-être des insectes, enfin des vers qui se mangent les uns les autres et on ne le sait pas. On est obligé de trier pour éliminer un certain nombre de parasites. Bon, nous, on a proposé des conduites en bande des élevages d'insectes, comme ça existe chez le cochon, et pour les mêmes raisons, pour des raisons sanitaires. Peut-être que ça suffit pour faire baisser la pression parasitaire et microbienne. Peut-être que c'est insuffisant, on ne le sait pas. Donc on n'est pas au stade d'aller proposer au pouvoir public de financer le passage à l'échelle industrielle à 10 000 tonnes par an. Donc c'était le challenge du projet, donc on s'en est tenu là. Par contre, on a découvert plein de zones dans lesquelles il fallait continuer, il fallait proposer des solutions et continuer à chercher. Question. Est-ce que vous avez pu estimer le prix de vente du coup de la farine de Oui. protéines et de viande? Oui, dans le système, alors je prends des précautions par rapport aux hypothèses dans lesquelles on s'est situé. C'est-à-dire qu'on a repris les performances zootechniques actuelles, qu'on a été évaluées directement sur le terrain dans un élevage, pour tout dire, dans l'élevage IPV. Et on a pris les données industrielles que Insect nous fournissait pour la transformation. On a fait quelque chose qui doit être assez raisonnable parce que le coût de l'aliment représente entre 70 et 80% du coût total de fabrication, d'élaboration, de fabrication de la farine. Donc vous voyez, je prends des précautions d'usage, mais le prix d'intérêt auquel il faudrait vendre la farine d'insectes, on a aussi des hypothèses sur le prix de vente des déjections, etc. Si vous voulez payer la main-d'œuvre dans les 92 fermes d'engraissement où il y a une personne et demie qui travaille, et dans les fermes, les 23 fermes d'élevage où il y en a à peu près 2, et ben, plus toutes les personnes qui travaillent dans la coopérative, etc., les installations et compagnie, il faudrait le vendre autour de 2400 € la tonne actuellement. Voilà, c'était ça le prix d'intérêt, c'est le dernier calcul qu'on avait fait.